Grégoire Delacour, 8 romans à succès chez Lattès, avant de publier Un jour viendra couleur d'orange chez Grasset, un très très beau roman, dont on va parler sous une forme un peu particulière. C'est une idée qui est née de mon cerveau malade. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui préoccupait un auteur une fois que son roman était sorti. Comment est-ce qu'il appréhendait la façon dont les lecteurs abordaient son roman, et je me suis demandé comment on pouvait essayer de comprendre ça, et j'ai inventé l'interview inversée. Ça veut dire que j'ai lu son roman extrêmement attentivement ces 48 dernières heures pour qu'il soit bien frais dans ma tête, et c'est lui qui va commencer à poser les questions, et puis en fonction des questions qu'il va poser, je vais le relancer sur une thématique ou sur une autre. C'est un peu un exercice sans filet, mais je me réjouis beaucoup, d'abord parce que j'ai adoré ce roman qui est formidable, de poésie, de tendresse, de vision du monde aussi. Il y a un côté politique dans ce livre. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. À toi la parole. Bonjour. Alors la première question, elle est bizarre parce qu'elle est évidemment tordue, hein, puisqu'on est je m'attendais pas à autre chose. Esprit malade. Il y a plus de 500 livres qui viennent de paraître. Ouais. Pourquoi as-tu lu celui-ci? D'abord parce qu'on t'a invité à Morges, donc c'est pour ça qu'elle est nulle, ma question. C'était un peu bien. Non, mais alors, elle est intéressante dans le sens où effectivement, il y a cette année, tout à l'heure à 14h, j'anime une rencontre avec 3 premiers romans. Et je trouve toujours intéressant d'aller découvrir des nouvelles plumes. Le comité de programmation du festival a lu énormément de livres pour faire un choix très restreint cette année, mais on a lu énormément de livres. Et celui-là... tu serais pas venu, je l'aurais peut-être pas lu tout de suite. Mais là, déjà voilà, on va pouvoir se libérer. Déjà, j'ai aimé le titre. Et puis alors, dès qu'on en a mis le nez dedans, on peut plus en sortir. Alors, je pose la question, c'est drôle parce que tu évoques les premiers romans, mais moi j'ai l'impression qu'à chaque roman, je fais un premier roman. C'est-à-dire que chacun de mes romans, j'ai tout remis en jeu, je suis reparti d'une feuille blanche, enfin symboliquement, d'un écran blanc, et j'ai tout remis en jeu, la manière d'écrire, les thématiques. Alors c'est vrai qu'il y a des liens entre les livres, parce qu'on est une personne infinie et indissociable, mais voilà, d'où ma seconde question, d'ailleurs. Non, mais cette remarque-là est très intéressante. Voilà. On peut s'arrêter 2 secondes là-dessus, parce que le fait que tu estimes que chaque roman est un premier roman, je trouve ça très intéressant, surtout par rapport à celui-là. Parce que je trouve qu'avec celui-là, tu changes le monde. Oh, ça me donne envie, ça me donne envie de lâcher. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que... Mais tu vas voir, tu as posé une question qui est une mine. Hein. Je trouve que tu te planques un peu moins derrière l'humour. Que tu t'es mis beaucoup plus à nu dans celui-là. Que l'écriture est encore meilleure qu'avant. On est vraiment à l'os, là, il n'y a pas un mot de trop. Et j'ai vraiment l'impression qu'avec celui-là, tu ne te caches plus. J'ai raison ou pas? Ça, c'est compliqué comme question. Parce qu'il y a beaucoup de... Je pense qu'on écrit ce qu'on connaît bien ou ce qu'on ne connaît pas bien. Moi, je crois bien me connaître et en fait, je ne me connais pas bien, donc je cherche. J'ai écrit, je fouille la terre, moi je creuse, je cherche des choses qui me manquent, notamment dans l'enfance, puisque j'ai un petit trou de ce côté-là, enfin une décennie même d'absence, où j'ai très très peu de souvenirs. Et c'est vrai que j'ai écrit très très tard, il y a 10 ans maintenant, mon premier livre, parce que je cherche à rencontrer un gamin que j'ai perdu de vue, qui a dû en prendre plein la figure d'ailleurs, qui était moi, et j'essaie de le retrouver de livre en livre. Donc ça, je sais que c'est cette permanence. Alors aujourd'hui, ce gamin, il a pris les traits du petit Geoffroy, qui est un garçon très très différent des autres, comme je pense que j'ai dû être d'une certaine manière, me sentir différent des autres, différent au monde en tout cas, par rapport aux autres, et de voir quelle est la richesse justement de la différence. En quoi ne pas être comme les autres est une chance pour le monde et pas un abrutissement ou un danger pour les autres. Le problème, c'est que la différence, elle nous fait peur, la différence, on a l'impression que ça va nous déstabiliser. Elle provoque le rejet souvent. Et c'est très très souvent parce qu'on ne le comprend pas. Et il découvre le petit bonhomme, donc moi, que la différence, les gens qui sont différents de nous, pourquoi ils nous font peur? C'est parce qu'on se dit que peut-être on est peut-être pas aussi bien qu'on pense, nous-mêmes. Alors je vais prolonger la question, parce qu'il y a cette fameuse en fait, on pose que des questions, vous voyez, il n'y a pas de réponse. C'est ça.
Mais il y a cette fameuse phrase qu'on attribue à Desproges, mais je crois qu'elle n'est pas de lui, elle est de Chris Marker, le réalisateur de La Jetée, qui dit l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et j'ai l'impression que dans tes 8 premiers romans, l'humour qu'on pouvait y trouver était une forme de politesse du désespoir. Et ça va me ramener au personnage de Pierre dans ce roman-là, qui est, alors pour ceux qui l'ont pas lu, c'est quelqu'un qui participe tout de suite au mouvement des Gilets jaunes parce qu'il a une colère en lui, une colère sociale essentiellement. Et puis au fil du roman, cette colère va se transformer. Et je trouve que ta colère, d'une certaine manière, elle s'est transformée. Oui, alors juste préciser par rapport à la question que je t'ai posée, que tu me renvoies gentiment, c'est pas non plus, quand on parle d'humour, hilarant. Mes livres, surtout l'avant-dernier, je vous le dis, parce que juste pour l'anecdote, je signais ce livre l'année dernière pendant la fête des pères, c'est un livre qui s'appelle Mon père, et un petit garçon de 12-13 ans qui avait dû casser sa tirelire a dit « Ah, c'est la fête des pères, est-ce que vous pensez que c'est bien pour mon papa ?» J'ai dit « Oui ». Vous voyez, pour avoir 10% de droits d'auteur, j'étais prêt à toutes les veuleries. Et je n'ai jamais revu ni le gamin. Tu vois, tu recommences à te planquer. Hein. Voilà. Non, mais je veux dire que j'allais pas lui dire que c'était une histoire terrifiante d'un petit garçon abusé. Bref. Donc celui-là n'était pas drôle. Non, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de plus que d'humour, de distance que j'aime bien avoir. Ouais. Et c'est vrai que, comme dans la vie, j'aime bien rire et puis prendre une claque ou en donner une à la fin d'une phrase. Dans les livres, c'est pareil. J'aime pas ce qui est toujours tiède ou toujours sucré. Je pense que il y a une expression extraordinaire dans la langue française, c'est mourir de rire. Il n'y a rien de drôle à mourir. Mais c'est quand même chouette de rire. Et on arrive quand même dans la littérature à associer comme ça des mots qui créent des images très très nouvelles. Donc tout alors, ça par rapport à celui-là, oui. Il y a beaucoup ça dans ce roman, voilà, des juxtapositions de mots qui à première vue sont anodins, mais qui mis ensemble sont, c'est deux silex, sont ça des fait une petites étincelle. bombes. Et donc pour en revenir à Pierre, c'est un personnage en colère. Moi je crois que j'ai une colère depuis très très longtemps. Par rapport à ma famille, par rapport à mon enfance, par rapport à plein de choses. Et c'est vrai que j'ai ressenti des grandes colères sociales auxquelles j'ai jamais participé parce que je me méfie de la foule, parce qu'il y a un effet toujours de violence, d'imprévisibilité dans une foule. Et surtout, c'est un révélateur masqué, sans jeu de mots, des violences secrètes et profondes de chacun, parce que l'effet de foule fait qu'on se comporte parfois de façon bestiale, sauvage, cannibale, en toute impunité. Il n'y a qu'à voir des hordes de supporters de foot, par exemple. Je n'ai rien contre le foot. 20 mecs ou 22 qui couraient un ballon, ça intéresse les gens, tant mieux. Mais les gens qui vont voir ça sont prêts à aller casser la gueule ou tuer quelqu'un qui était pour l'autre équipe, alors que dans la vie, le même type, il est peut-être un super papa, très gentil, mais il y a des phénomènes comme ça de foule qui m'ont toujours un peu effrayé. Alors il y a beaucoup ça dans ce roman. Oui, parce que j'ai vu ça en bas de chez moi à Paris, les Gilets jaunes. Et très très vite, j'ai trouvé qu'il y avait eu... Alors c'est pas un livre du tout sur les Gilets jaunes, hein, rassurez-vous. Dire ça serait très très réducteur. Ouais. Non, c'est une toile de fond, c'est un décor. J'aurais pu prendre mes 68, j'aurais pu prendre un grand mouvement de foule. Ce qui m'intéressait, c'est un mouvement général de colère dans lequel un homme va se glisser pour exprimer ses colères de frustration d'époux, de père, d'homme social. Où tout d'un coup, on a une colère et un homme qui crie tout seul, on le prend pour un fou. Quand ils sont 10 000, on les prend plus pour un fou. C'est pour ça que je l'ai planqué d'une certaine manière dans ces manifestations. Je peux juste faire une toute petite parenthèse parce que tu dis j'aurais pu prendre mes 68, n'importe quel mouvement social. C'est plus subtil que ça dans ton roman parce qu'il y a un peu en dessous une analyse politique quand même. Pierre rencontre Louise le 21 avril 2002. C'est le jour où Jospin perd contre Le Pen. Et si je t'ai bien lu... Non, c'est le jour où Jospin ne va pas au deuxième tour. Il y a Le Pen au deuxième tour. Oui, c'est ça. Quand même été Absolument. Et si je t'ai bien lu, c'est pas dit textuellement, mais c'est très fortement suggéré. La vague des Gilets jaunes, elle naît là. Parce qu'on n'a pas entendu ce signal de Le Pen au deuxième tour. Oui, moi je crois que oui. De toute façon, tous les grands chagrins, les grandes colères, elles viennent toujours de loin. Pourquoi ? Parce que je suis convaincu qu'une colère, c'est un champ d'espoir.
C'est une espérance, une colère. Sauf qu'elle est mal exprimée, elle est mal formulée, et voilà. Mais on a tous des espérances d'une vie meilleure. Alors, je ne suis pas utopiste, naïf non plus, hein, mais on a quand même envie de choses agréables pour nous. On passe peu de temps sur la Terre, hein, 70, 80, 90 ans, c'est assez peu. Il y a des automobiles plus vieilles que nous, quoi, des tableaux plus vieux que nous, des musiques. Donc, c'est assez peu de temps, et on passe beaucoup de temps à essayer d'en sortir, à gérer des problèmes, alors qu'on pourrait essayer de profiter du fait d'être là dans un monde qui est quand même, allez, on va parler d'hémisphère nord pour l'instant, pas si dégueulasse que ça, quoi. Et donc, je crois que l'arrivée en France, voilà, moi ça m'a marqué, de Le Pen au deuxième tour, a été un choc, parce qu'il y a quand même une parole, il y a quand même une espérance qui n'a pas été entendue. Et après, c'est très lent, parce qu'on est des peuples très individualistes. Si on va gueuler, on met en danger son petit confort, et on n'a pas envie de mettre ça en péril. Mais je crois que les gilets jaunes sont les petits-enfants, ou les enfants de cette colère-là. Et au départ, je trouvais que c'était une colère pleine d'espoir, très aimable. Hein, on parlait en France, c'était sur les ronds-points, il y avait quelque chose de bien. Évidemment, c'est allé à Paris. À Paris, il y a eu les cons, les casseurs. Et puis la police est arrivée avec une brutalité qu'on n'a pas vue, sauf à Tiananmen, je crois, parce que c'était quand même, quand on réfléchit, extrêmement violent. C'est très bien dit dans le roman. Ouais. Il y a les chiffres. Ouais. Il y a pratiquement, systématiquement, sauf la dernière fois, plus de flics que de manifestants. Ah oui, c'est terrible. Et ça a été tout d'un coup très, très, très violent, je trouve. Et je trouve que ce gouvernement, et encore, je m'en fous, droite-gauche, tout ça, c'est pas le problème, n'a même pas essayé de comprendre, a tout de suite été dans la répression. Et alors, évidemment, c'était les affaires de tout le monde qui est des casseurs, on dit, ah, les salauds de gilets jaunes. Mais pour en avoir croisé, pour en avoir rencontré, pour les avoir vus sur des ronds-points dans le Nord, je peux vous jurer que c'était des bons gars. Ils disaient juste, hé, hey, on existe. La Jacqueline, j'ai oublié son nom, la femme qui avait fait au début un truc sur Internet, je sais pas, Facebook, je ne connais rien, qui disait, elle interpellait le gouvernement, elle disait, qu'est-ce que vous avez fait de tout notre pognon? Qu'est-ce que vous avez fait du pognon? Ouais. Et en fait, cette question, quand j'ai vu cette vidéo, évidemment bien après tout le monde, parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je me méfie de tout ça, elle était assez géniale, parce que c'était pas qu'est-ce que vous avez fait de notre pognon, c'est qu'est-ce que vous avez fait de nos rêves. Qu'est-ce que vous avez fait de nous? Qu'est-ce que vous avez fait de nos heures où on a travaillé, des soirs où on a galéré pour rentrer chez nous? Qu'est-ce que vous avez fait de nous? Pourquoi vous ne nous parlez plus? Pourquoi vous ne nous voyez plus? Et c'était ça. Et je crois que cette colère, elle est là, et je la trouve poétiquement, elle est belle, quoi. Alors oui, il y a des cons, des casseurs, mais ça, on va mettre de côté pour l'instant. Donc Pierre, mon personnage, il est dans cette colère. Lui, il a un mantra, c'est « on veut juste une vie juste ». C'est des mots, c'est lourd. Alors, il n'y a pas un mot compliqué. C'est d'une simplicité lourde de sens. Ouais. Il veut juste une vie juste. Il veut être reconnu, il veut être considéré. Et on a un problème qu'on ne considère plus les gens. Les gens, c'est des statistiques, c'est du bétail, c'est tout ça. Et ce type, il va profiter de ces ronds-points pour aller gueuler, en espérant que ça va changer un petit peu quelque chose. Parce que quand un homme gueule tout seul, bah oui, comme je vous le disais tout à l'heure, on le prend pour un fou. Et il se fait arrêter. Et voilà, et un homme seul, bah, il ne peut plus faire grand-chose aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est Pierre, qui est un homme qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu as une autre question? Oui, j'ai plein de questions. À quoi as-tu pensé en voyant le titre? Alors, ça c'est juste, j'ai l'impression que c'est un terreau écrite là. C'est bien. Hein, à Aragon, monsieur. C'est bien. Bon, mais j'ai aucun mérite, c'est indiqué sur la 4e de couve. J'ai oublié. Ouais. Non, il faut le dire par politesse pour Aragon. Oui, bon, le titre, c'est bien, c'est un beau titre. Non, mais on peut s'arrêter sur le titre parce que il porte toute la construction du roman aussi, le titre. Chaque chapitre porte le nom d'une couleur. On va y revenir par rapport à Geoffroy. Certaines couleurs reviennent, etc. Mais la construction, elle est extrêmement subtile. Oui, alors le titre, c'est drôle parce que c'est toujours très dur de trouver un titre, où on le trouve tout de suite, où on le trouve à la toute fin, et celui-là, il est venu à la toute fin. Au départ, je voulais écrire ce qu'on appelle un roman d'amour français, c'est-à-dire qui se passe en France, où la France serait un élément d'amour, ou de mes amours, en tout cas. Et je ne sais pas pourquoi, au début, avant de commencer à écrire le livre, je réécoutais Jean Ferrat, et j'ai écouté cette très belle chanson qui s'appelle « Ma France », justement, qui fut une chanson qui a été interdite parce qu'il accusait Thiers d'avoir fait fusiller la foule. Et la chanson a été longtemps interdite. Et il disait, il s'adresse à la France dans sa chanson, il dit « N'oublie pas que tes poètes et tes philosophes, je ne sais plus exactement le vers, sont là pour que le malheur succombe. Donc écoute-les, ils sont là pour que le malheur succombe. » Et mon titre de travail, c'était « Que le malheur succombe ».
Donc je voulais absolument que le malheur succombe, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il triomphe, et boutons le malheur hors de nos vies, et j'ai écrit le livre. Et évidemment, l'éditrice m'a dit, un petit peu négatif quand même. C'est un peu lourd. Hein, c'est un peu ouais. Et elle avait raison. Ouais. Elle avait raison. Oui. Mais l'idée était, je trouve, juste. Et du coup, en cherchant des titres, c'était simple. Ferrat, réécouter Ferrat, Aragon. Et puis tout d'un coup, je réécoute un jour, et c'était évident, c'était ça. Et ça bouclait la construction par chapitre, la construction par couleur, par ce chemin d'espoir qui pour moi est important, parce qu'Aragon, quand il écrit ça, il évoque l'assassinat de Lorca par les Espagnols en 1937. Il dit Dieu, le fracas que fait un poète qu'on tue. Et pourtant, il croit à des lendemains meilleurs, il croit à un monde meilleur, il va passer sa vie, Aragon d'ailleurs, à l'écrire. Et moi, je suis comme lui, je crois que quoi qu'il arrive, dans tous nos tourments, toutes nos noirceurs, il y a une belle lumière à l'arrivée. Sauf que c'est à nous d'aller la chercher. Ça m'amène 2 remarques. La première, c'est qu'il y a... On n'a pas répété, hein, vous remarquez comme c'est fluide. La première, c'est qu'il y a beaucoup de chansons dans ce roman, et c'est toujours des chansons signifiantes. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, il chante le sud de Nino Ferrer. C'est aussi l'occasion de rappeler que Nino Ferrer a mis fin à ses jours dans un champ de blé. Oui, première page. Ouais. Il y a un autre moment, il chante Souchon. Oui, le malheur, la campagne, la ville. De toute façon, on n'est jamais bien nulle part aujourd'hui. Ouais. Absolument. Enfin, il y a plein de chansons comme ça. Jamila, à un autre moment, écoute aussi une chanson juste avant l'intervention de ses frères, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Mais chaque fois, tu choisis des chansons qui sont socialement signifiantes. Oui, alors ça, c'est une grande culture. Oui, enfin moi, dans ma famille, on n'avait pas de télé avant très très longtemps, puisque mon père, qui était un visionnaire évidemment, n'y croyait pas du tout à la télé. Pour lui, c'est un truc qui n'allait pas marcher. Mais franchement, ça ne marche pour lui. Il dit, peut pas marcher, des images qui arrivent comme ça. Il était du genre de ce mec qui pense que le présentatrice vous regarde. Alors quand c'est Denise Fabre, ça fait peur, non mais c'est sûr. Et donc il a surtout Denise, quand elle riait. Non mais je dis ça parce qu'elle avait un rire qui effarouchait les oiseaux. Et donc il pensait que ça marcherait pas. Donc on a eu la télévision extrêmement tard. Et il avait loué, mais quand tout le monde avait déjà acheté la télé, une Pison-Broche, je m'en souviens, chez Locatel. En France, parce que même le marché, il y avait de la location de télé, parce que personne ne savait si ça allait tout à fait prendre. Donc j'ai eu la télé, mais extrêmement tard, à la maison, quand j'étais moi-même plus à la maison. Par contre, j'écoutais beaucoup la radio. Les chansons, j'aimais beaucoup ça, cette culture, ces chansons populaires, donc des années 70, je dirais jusqu'à Balavoine, qui était pour moi un des derniers grands auteurs de textes, et puis jusqu'à sa mort là, dans le Paris-Dakar. 86. Et donc pour moi, ces chansons, elles sont un peu le ciment de l'histoire de mon pays quand j'y étais. Oui. Hein, et les chansons, quand on les regarde, quand on repense à des gens comme Delpech qui chante le divorce dans les années Pompidou, c'est ça, début Giscard, c'est vraiment, on chantait la société, on chantait encore des choses qui parlaient de nous, qui parlaient des changements importants dans nos vies, et puis après c'est devenu ce qu'on appelle de la variété avec le disco, et là on était plus pour danser. Puis de la variétoche, ce qui est encore pire. Ouais. Oui, mais pourquoi pas, il en faut, comme il y a des livroches, des romanoches, enfin, oui. Voilà. Et donc les chansons, c'est vrai que j'aime bien persiller comme ça de temps en temps des chansons, parce qu'elles ont un mérite, les chansons, c'est qu'elles nous réunissent tous. On a tous des chansons qu'on connaît, qu'on partage, des émotions et des trucs, on y repense, on se dit « Ah ouais, c'était chouette ». La deuxième repas, Marc, tu faisais référence à l'assassinat de Lorca tout à l'heure. Il y a dans ce roman énormément de petites références historiques, culturelles, mais vraiment, j'allais dire distillées, mais instillées, c'est-à-dire vraiment mises goutte à goutte, sans que ce soit lourd, sans que ça empêche ceux qui n'ont pas ces références de comprendre le roman. Mais je trouve que tu t'es davantage lâché là-dessus aussi, comme si tu avais perdu une forme de pudeur à se dire « ouais, si je mets ça, tout le monde va dire que je la ramène et tout ». Là, c'est fait avec beaucoup de naturel, ça passe très très bien. Je n'ai rien à dire. Moi, je trouve ça, tu veux rien dire d'autre ? Très bien. Non, mais j'aime bien. Mais là c'est vrai que j'ai fait attention à faire que c'est posé, puis on goûte ou pas. Ça n'influe pas sur la compréhension ou l'émotion du texte. Ni sur la narration. Voilà. Oui. Mais si on creuse, parce que beaucoup de gens m'ont dit « Ah, vos livres, Monsieur Dacour, je les lis très vite parce que j'ai envie de savoir. » Puis vous écrivez de cette manière où on a toujours envie de tourner les pages.
J'aime bien les relire une deuxième fois parce qu'il y a encore une deuxième couche. Donc je mets toujours une deuxième ou une troisième couche comme les oignons, vous savez, pour que qu'on relit et du plaisir. Ah, je l'avais pas vu, ah, je l'avais pas vu comme ça, c'est encore mieux. Et ça j'aime bien, c'est un petit cadeau. Et puis il y a des références sociales aussi. Moi j'ai adoré le passage de la déesse blanche, où pendant une manif de Gilets jaunes, on fait. C'est absolument vrai, hein, c'est authentique. On fait une chaîne autour d'une déesse blanche pour qu'elle soit pas abîmée, parce que ça c'est la France. Alors ça c'est mon analyse, mais c'est vrai qu'il y a eu place de Saint-Augustin dans le 8e à Paris, qui est un grand carrefour derrière la Madeleine. Il y avait une déesse blanche à vendre, donc elle était posée là, il y avait une étiquette à vendre dessus. Et le samedi où il y a eu beaucoup de casse, cette déesse était là, ils ont mis le feu à une Porsche à côté, à la banque, mais pas cette voiture. Ouais. Il y a eu des gens autour pour la protéger. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Parce que c'était la voiture populaire. Ouais, la voiture populaire plus d'un qui incarnait un savoir-faire français. DS en France. Ouais. Il y avait quelque chose d'assez beau, et je pense qu'il y a encore un corps d'espérance français, le corps. Voilà. Je pense qu'on n'est pas loin les uns des autres, en fait. Sauf que les valeurs, l'individualisme, je ne sais pas comment on dit, l'emportent un peu trop, mais on a quelque chose en commun de formidable. Est-ce que tu aurais une question sur Geoffroy, par exemple? Non, parce que je ne suis pas rentré jusque-là. Fais comme tu veux. Oui, comment as-tu... Ah oui, c'est moi qui dois poser la question sur le comment tu as lu le livre. Oui, ça c'est piégeux. Comment ressens-tu Geoffroy? Qui est Geoffroy? Non, ça c'est bête, je le sais. Non, mais c'est intéressant. Voilà. Comment ressens-tu Geoffroy? C'est plutôt dans le domaine du ressentiment. Et qui est-il? Parce que je pense que chaque lecteur va ressentir Geoffroy différemment en fonction de sa propre expérience. Quelqu'un qui n'a jamais été confronté à un enfant handicapé ou à un enfant autiste ou à quelqu'un de différent va probablement avoir dans un premier temps cette espèce de recul, de l'incompréhension, voire du rejet pour certains. Hein. Alors je ne vais pas vous raconter ma vie, mais globalement j'ai travaillé avec des enfants handicapés et notamment avec certains autistes, alors peu de temps, hein, sur des ateliers, sur des échanges comme ça. Donc je l'ai abordé sans a priori. Et donc j'ai essayé d'entrer dans son monde, qui est pas mon monde. Moi je ne suis pas quelqu'un de chiffres, je ne suis pas quelqu'un d'ordre et de régularité, je suis quelqu'un du bordel et de la poésie plutôt. Je ne dis pas ça par hasard. Et c'est vrai que Geoffroy, alors on va donner un ou deux exemples, hein, il a besoin de rituels, c'est-à-dire que les aliments doivent être classés par couleur, avec une déclinaison de couleurs très précise. Quand il prend son petit déjeuner, tout doit être mis sur la table dans un certain ordre. Les trajets qu'il fait, il les connaît par cœur, il sait exactement que son amplitude de pas fait 62 cm et qu'avec ces 62 cm, il va devoir faire tant de pas pour parcourir la distance entre l'école et chez lui. On ne peut pas toucher sa peau parce qu'il ne supporte pas. Enfin voilà. Mais, et je te disais ça en aparté tout à l'heure, il va rencontrer une jeune fille qui est un tout petit peu plus âgée que lui. Geoffroy a 13 ans, Jamila en a 15. Il va rencontrer cette fille qui va être la première à pouvoir lui prendre la main et qui, elle, va l'aborder sans aucune espèce d'a priori. C'est-à-dire qu'elle est totalement ouverte au possible de Geoffroy. Et à un moment, quand Jamila commence à ressentir, à avoir des sentiments pour Geoffroy, lui, il est incapable d'avoir des sentiments puisqu'il est un peu enfermé dans son monde. Et il lui fait une démonstration extrêmement rationnelle des choses pour arriver à l'amour. Je ne peux pas dire les choses autrement. Et c'est d'une poésie tellement forte. Moi, j'en ai pleuré en lisant ça. Hein. T'es content? Oui. Puis les masques, ça absorbe les larmes. Non, enfin, j'ai pas chialé à grosses larmes non plus, mais j'avais les larmes aux yeux. Oui, en fait, c'est le cœur du livre, c'est ce petit couple, Geoffroy et Jamila, qui est qui est à l'origine du livre, parce que je voulais raconter, en fait, une histoire d'amour adolescente, retrouver la pureté d'une histoire d'amour. Et en fait, l'idée m'est venue un jour, et l'anecdote est tout à fait vraie, au jury du prix Pagnol, dont je fais partie. Et on débattait il y a 2 ans des finalistes qui allaient avoir le prix, etc. Et c'est un prix qui récompense un livre sur l'enfance ou l'adolescence, le prix Pagnol. Et on parlait beaucoup de ça, et
je sais pas, j'ai une sorte de nostalgie quand on reparlait de ça, ah, l'enfance c'est beau, nos premiers amours, les frissons, tout ça. Et je suis sorti de là, j'ai marché jusqu'à chez moi, et je me suis dit, il faut absolument que je raconte, je retrouve l'enfant, toujours ce dont on parlait tout à l'heure, de retrouver ce gamin qui est peut-être un peu de moi. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un enfant différent, parce que ça me travaille, la différence. Et il va rencontrer une fille plus âgée, parce que ça m'intéressait aussi, une fille plus âgée, une fille de 15 ans aujourd'hui. C'est quoi une fille de 15 ans? C'est déjà une femme, hein. Aujourd'hui, il y a 50 ans, c'était une petite fille de 15 ans. Aujourd'hui, c'est une femme qui est sifflée, qui est désirée par les hommes dans la rue. Enfin, c'est assez épouvantable. Moi, j'ai 3 filles, je peux vous dire qu'à 15 ans, c'était déjà des... Ouais, c'est violent. C'est-à-dire qu'il y a un passage d'une brutalité incroyable entre le confort, enfin le mot est un peu fort, mais le confort de l'enfance et la violence de l'avidité des hommes, quoi. Et tout d'un coup, elle est différente, hein. Elle s'appelle Jamila, donc on comprend bien qu'elle est française d'origine étrangère, donc ce qui est déjà un problème en France aujourd'hui, encore aujourd'hui. C'est un problème en plus d'être une fille et d'avoir 15 ans. D'être jolie et d'avoir des frères qui, eux, sont français, dont les parents ont été naturalisés français, sont venus travailler. Donc eux sont français, nés français, 2 parents français en France, mais s'appellent Lizou, les Baki, ont des gueules d'arabes, entre guillemets, je mets des grands trucs, donc ils sont une typologie, et ils sont des arabes, il n'y a rien à faire. Mais ils ont aussi une colère. Voilà, et ils sont français, mais la France ne les reconnaît pas, donc ils sont en colère, donc ils ont une tentation de radicalisation, comme tous les gens différents mis à l'écart, qui ont une colère qui va, dans leur cas, s'exprimer par cette radicalisation et cette envie d'islamisme, enfin d'une communauté qui leur ferait leur place. Et ce qui m'intéressait avec Jamila, c'est qu'elle est une gamine au milieu de ça, et elle dit, mais moi je suis française, je viens du ventre de ma mère, je suis française, je ne suis pas une fille de l'islam, je suis française, sauf qu'elle n'a pas voilà. Et donc elle va être tiraillée entre l'obligation qui va lui être faite par ses frères de faire partie de cette communauté-là, et son envie d'être libre et d'être une femme libre qui dispose librement de son corps, de son esprit, etc. Évidemment, il y a un seul petit bonhomme qui va la comprendre, de même qu'il n'y a qu'une seule petite bonne femme qui va le comprendre lui, c'est ces 2 personnes différentes, seules, parce que la différence est exclue, et qui vont se trouver, qui à eux 2 vont avoir une véritable histoire d'amour extrêmement neuve, pleine de promesses, puisque l'amour, comme la colère, c'est une espérance aussi, c'est-à-dire qu'on trouve quelqu'un avec lequel ou laquelle on espère quelque chose, on espère un monde meilleur. Si on renonce à une part de sa liberté, de son individualité pour se fondre en l'autre, c'est qu'on espère que l'autre va nous enrichir, nous emmener plus loin. Et ça m'intéressait qu'il y ait d'un côté ce couple, cette aventure d'amour de jeunes gamins d'aujourd'hui, mais un amour pur, un amour qui n'est pas dans les trucs porno sur Internet, qui n'est pas sur les Facebook, sur toutes ces conneries de dating, de méchanceté qu'on voit aujourd'hui. C'est la pureté. C'est la pureté, c'est revenir au sentiment pur d'amour tel qu'on l'a connu dans l'enfance. Et puis la colère d'un homme qui est Pierre, qui a aussi une espérance, mais qui passe par la colère. Donc, qui finit par avoir une espérance. Au départ, il n'y a pas tant d'espérance que ça au départ. Hein. Il y a plutôt... Oui, il y a une colère, mais il a un espoir d'un monde meilleur, mais il faut qu'il aille le chercher lui-même. Oui. Et entre la colère des adultes et l'amour des gamins, il y a le pont commun, je dirais, c'est l'espérance. Et on vit tous de l'espoir de quelque chose. Sauf qu'il y en a qui vont aller le chercher comme Pierre, comme Geoffroy et Jamila, et d'autres qui attendent que le monde soit décrit par d'autres. Est-ce que tu me permets une interprétation de l'amour de Geoffroy et Jamila ? Parce que si c'est bien pour le livre. Il y a en épigraphe au roman une phrase de Jean d'Ormesson qui dit « J'écris parce que quelque chose ne va pas ». Voilà, ici, d'Ormesson pour parler de mon livre. Non, mais c'est toi qui l'as mis au début. Oui. Et c'est vrai que le monde qui est décrit dans ce roman, c'est un monde qui ne va pas. Oui, ça ne va pas. Et quelque part, on se dit un autre monde est possible. Oui. Sans vouloir dévoiler la fin du roman, pour moi, Geoffroy et Jamila, c'est Adam et Ève. C'est pas mal ça. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est possible, oui. Oui, puisqu'on parle d'un peuple, à la fin, c'est un peuple de 2 personnes. C'est-à-dire qu'on a tous la capacité de recréer quelque chose, de réinventer un monde, de réinventer une dynastie. Ça veut dire en même temps qu'il faut raser. Hein. Ouais, je crois. On repart à zéro. Pas à zéro, parce qu'il y a des choses formidables, mais on change énormément de choses. Ouais.
Je suis sûr, enfin, mais ça engage que moi, mais le livre n'est pas politique, hein, mais je pense que la manière dont on est gouverné en France depuis longtemps ne convient plus. Je pense qu'on est retombé dans les défauts français d'une monarchie, de gens qui sont complètement ailleurs, qui comprennent plus ce que c'est le peuple. Je cite, sans le citer, Benjamin Griveaux, qui est quand même assez rigolo quand on y pense, qui nous traitait de genre de connards roulant en diesel et fumant des goldos, quoi, des Gauloises. Je veux dire, où on est pour qu'un homme politique parle du peuple de France comme ça, quoi. Et ça, je vous parle de ça en 2018, 2019, 2020, c'est pas en 1814. Donc il y a un truc qui ne va plus du tout dans l'humanité, c'est-à-dire que je pense qu'on n'a plus choisi, on ne choisit plus l'homme. Et il est temps de nous remettre au centre du jeu. Et ça, c'est très, très important. C'est une obsession que j'ai, même dans le précédent livre que j'évoquais tout à l'heure, Mon père, c'est ça, on ne remet pas les enfants au centre, on s'en fout. C'est de la marchandise, c'est pas assez important. Et je pense que si on ne se revendique pas chacun cette place d'être humain qu'on a à nous-mêmes, à l'autre, à celui et celle qu'on aime, et dans le monde, je pense qu'on perd notre temps, on gâche la chance inouïe qu'on a d'être vivant, quoi. Et oui, il faut changer énormément de choses. Ça ne veut pas dire tout casser, parce qu'on casse et on a vu des révolutions, c'est pas toujours mieux. Mais il y a des choses importantes, pressantes à changer dans le rapport les uns aux autres, c'est évident. Je suis en train de chercher quelque chose parce que sur le père, il y a quelque chose d'intéressant parce que la figure du père dans ce roman, pour Geoffroy, alors il a un père qui disparaît, qui est Pierre. Pour X raisons, mais un père qui n'est pas présent, qui ne le comprend pas. Et puis il y a un personnage qui s'appelle Agop Aitayan, Ouais. qui est... Dans les remerciements, c'est écrit ceci. Et merci au véritable Agop Aitayan qui, depuis quelques années, s'amuse à se glisser dans chacun de mes livres. Ouais. Personnage récurrent. Oui, alors Agop Aitayan, c'était, parce qu'il est parti à la retraite, mon médecin de famille depuis 20 ans. Et un jour, quand j'ai travaillé sur Danser au bord de l'abîme, où j'avais parlé du cancer du personnage principal, je lui ai demandé des conseils, évidemment, pour ne pas écrire trop de conneries. Et on a beaucoup parlé, et il était tellement généreux dans ce qu'il m'a enseigné, j'ai dit, est-ce que comme je vais avoir besoin d'un médecin dans le livre, est-ce que je peux prendre votre nom? Parce qu'en plus, je trouve que c'est un joli nom. Oui, il m'a dit oui, il était tout content. Il a dit maintenant je suis mortel. Enfin, c'était très émouvant. Et du coup, alors ça c'est pour l'anecdote, mais ne le répétez pas trop, il ne m'a plus jamais fait payer. Et je vous jure que c'est vrai. Je pouvais l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il me dit venez, il me faisait passer avant tout le monde. Je sortais mes 27 balles. Il me disait Monsieur Delcourt, je suis dans votre livre. Et du coup, j'ai continué à le mettre. Donc il a été médecin dans 2 livres, il a été organiste dans Mon père, il est très très petit passage. Et là j'ai, comme tu disais, lâché beaucoup de choses, donc j'en ai plus fait un médecin. Mais si c'est Adam et Ève, j'en ferai une sorte de grand barbu quoi, à ce moment-là. Il est une sorte de Merlin. C'est lui qui ouvre les portes du paradis terrestre. Ouais, c'est lui qui est le passeur. C'est et puis j'ai créé une légende parce que donc il est d'origine arménienne, ce médecin, et j'ai créé la légende parce que là aussi c'est un type différent qui vient de loin. Donc il y a un Arménien, une Française d'origine arabe et un petit enfant autiste. dont d'ailleurs je précise qu'il n'est jamais dit qu'il est autiste ou quoi que ce soit. Le mot n'est jamais écrit. C'est son comportement qui est différent, c'est la manière dont on le regarde, mais le mot est écrit dans les remerciements. Dans les remerciements, parce que j'ai vu une spécialiste de l'autisme, et il fallait quand même préciser pourquoi cette femme était dans les remerciements. Mais voilà, en fait, c'est tous ces gens différents qui portent chacun le monde sur eux, au même titre que chacun de nous, ont peut-être une vision belle et pure, parce qu'elle procède de l'enfance. Et que je pense, et c'est Saint-Exupéry qui disait que malheureux, on a une part d'enfance, mais quand on est adulte, on la perd, et c'est à ce moment-là que les choses, je pense, dérapent, c'est qu'on a perdu une part d'enfance qui est importante. Et en plus, chez moi, où je l'ai vraiment perdue, je suis en train de la retrouver petit à petit. Et, on peut s'arrêter là-dessus une seconde. Ouais, je finis ma phrase que si on retrouve cette part d'enfance et nos rêves d'enfance, c'est pas si loin et c'est pas si difficile. Ouais. Quand on a 10 ans, on lève la main, on fait comme ça, on dit tiens, t'as vu, j'ai attrapé la lune. Ouais. Et je vous jure qu'on attrape la lune quand on a 10 ans. Si un type de mon âge dit « Regarde, j'attrape la lune », on dit « Mais il va pas bien ouais. ». Et c'est ça qu'on a perdu. Il faudrait retrouver ces rêves parce qu'ils sont à portée de bras, nos rêves qu'on avait. Mais comme on est devenus des grandes personnes, on s'est pris au sérieux et on a commencé à mépriser les autres, ceux qui avaient des rêves. C'est exactement là-dessus que je voulais rebondir parce que finalement, tu as dit plusieurs fois dans cet entretien la part d'enfance que je continue à chercher.
En même temps, je trouve que cette part d'enfance, si tu l'avais pas ou si tu n'en avais pas fabriqué une autre, toi, tu dis, regardez, je prends la lune et je la décroche dans chacun de tes romans et on marche. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. C'est la poésie. Ouais. C'est ce qu'on appelle la poésie. Ah, c'est le grand sujet de ce livre quand même. Et la poésie, j'ai compris ce que c'était il y a 7-8 ans à Montréal, où j'étais à un salon du livre. Il y avait un débat avec des gens très sérieux, qui écrivent des vrais livres, vachement sérieux et tout. Je lui ai demandé ce que je faisais là. Donc, j'imagine que quelqu'un avait dû tomber malade. Et il m'a dit, tiens, mettez-vous là. Et il y avait un poète québécois avec un accent extraordinaire, et qui écrivait de la poésie. J'ai essayé de lire assez, je l'avoue, un petit peu obscur pour moi, avec beaucoup de mots que je ne connaissais pas et tout. Et à un moment, il parle de sa poésie, il parle de tout ça, et une dame se lève et lui dit « Mais arrêtez, en gros, vous nous faites chier avec vos trucs, la poésie, on ne comprend rien, on ne comprend jamais rien. » Et type s'est même pas énervé de la regarder, il a dit « Mais c'est pas d'être comprise, la poésie, qui compte. La poésie, ça se soupçonne. » Waouh. Et là, j'ai pris une grande baffe dans la gueule, et j'ai regardé le mec, et j'ai dit « Ah oui, oui, moi j'ai... » Et j'ai compris que c'est dans ce soupçon qu'il y a toute la beauté de la poésie. Parce que la poésie est quelque chose qui nous est offert sans chercher à avoir raison ou à dire la vérité. Elle est là et on en fait ce qu'on veut. C'est quelque chose comme ça qu'on va piocher, c'est comme un goût, un parfum. Et c'est ça qui est très très beau. Une fois qu'on a compris ça, toute poésie est magnifique. Et on en manque de poésie. Il n'y a plus beaucoup de livres de poésie. Je vois les livres qui sont faits pour les enfants aujourd'hui. Il y a très peu. Oui, il y a des comptines, il y a toujours le vieux Henri Dess qui nous emmerde, tout ça. Mais il est dans le livre. Oui, non, mais je sais, c'est pour ça. Il est dans chaque le fois, livre. je dois mettre un truc de... Je mets Henri Dess parce que au moins tout le monde le connaît. Mais on manque un petit peu de poésie. Et ma sœur, qui est une de mes lectrices violentes, parce que quand elle n'aime pas, elle m'invite pas à Noël, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et elle m'a dit, c'est vachement important que tu reparles de poésie, ouais, parce qu'on n'en lit plus, on n'en parle plus. Et la poésie, ça ouvre tout, quoi. On n'est plus dans l'adulte qui veut avoir raison, on est dans une sorte de sentiment. Puis c'est beau de se laisser envahir par des choses peut-être plus grandes que nous. Parfois. Il va falloir que tu changes de taille de chapeau en sortant d'ici, parce que non seulement tu en parles, mais tu en fais. Je trouve que ce roman est extrêmement poétique. Je ne peux pas ne pas être d'accord. Jusque-là, quelle est la question? Tu prends? Non, c'est toi qui poses la question. C'est moi qui pose cette question. Aimerais-tu connaître la suite de cette histoire? C'est une question vache. C'est une question vache parce que j'ai pas envie qu'on raconte la fin à ceux qui n'ont pas encore lu le roman, ce serait vraiment dommage. Et je trouve que c'est une fin ouverte. Et j'aime les fins ouvertes parce que pour moi, la lecture, sans vouloir être prétentieux, mais c'est un exercice où si le lecteur prend pas les mêmes risques que l'auteur, il est passé à côté du livre. Et donc le fait de faire une fin ouverte m'oblige à prendre le risque d'imaginer ou pas une suite. Donc ça m'implique dans ton roman. Et ça, je trouve intéressant. C'est-à-dire que c'est toi qui vas écrire la fin. C'est toi qui continues en vivant avec les personnages, à les emmener. Je vais faire un parallèle avec un roman qui est adapté au cinéma. Moi, je me suis fait mon univers, je me suis fait ma tête de Geoffroy, je me suis fait ma tête de Djamila. J'imagine Louise, j'imagine Aurélien. Enfin, pour moi, ils ont Louise est la femme de Pierre et la maman de Geoffroy. Et Aurélien est un personnage très très important de la fin du roman, mais je pense qu'on va le laisser découvrir au lecteur parce que c'est très très beau ce qui se passe avec Aurélien. Après, quand quand le livre est adapté au cinéma, parfois je ne vais pas voir le film parce que je veux garder mes personnages. C'est une de mes questions. Si le texte devenait un film, irais-tu le voir? Honnêtement, et c'est un compliment que je vais te faire, j'irai pas voir le film parce que ces personnages sont tellement forts que j'ai les miens. Non, mais ça, c'est toujours le grand débat entre l'imaginaire et l'image. Ouais. Moi, j'avais vu ça sur la liste de mes envies où des gens m'ont dit « Mais monsieur Delcourt, pas Mathilde Seigné quand même, enfin !» Bah si, c'était elle, j'ai rien pu dire. Hein. Voilà, je suis désolé. C'est même pas toi qui as choisi. Non, et ceux et celles qui ont aimé le livre ne sont pas allés voir le film. Ouais. Et ceux qui ont été voir le film n'avaient pas lu le livre. Et quand, quand on voit le film avant de lire le livre, bah forcément, le livre est imprégné des visages du cinéma. Ouais, forcément. Ouais. Tu as évoqué Louise. Oui. Pour moi, c'est un personnage très important. Qu'as-tu... C'est quoi? C'est qui, Louise? Comment c'est un personnage rare. Elle fait un métier assez important. C'est un personnage extrêmement généreux. Pour moi, les grands traits de Louise, c'est quelqu'un qui a dans sa vie su évoluer. Elle est dans le domaine médical. Au début de sa vie, elle aide à donner la vie
au moment où on la croise dans le roman, elle accompagne plutôt des gens en fin de vie. C'est quelqu'un qui a réussi à comprendre son fils différent, à l'accepter, ce que Pierre n'a pas réussi à faire, son mari. Donc Louise, elle a cette capacité d'empathie qui va la sauver d'à peu près toutes les situations. Et c'est quelqu'un d'extrêmement romantique, parce qu'elle a une idée de l'amour qui est absolue. Ouais, ça j'aime bien. Ça te va? Oui, ça me va bien. Non, j'aime bien parce que je trouve qu'on a perdu un peu ce beau romantisme, hein, je ne parle pas de niaiserie on se moque de cette forme sucrée, de romantisme. mais il y a un grand... On mourait d'amour, je veux dire. Mais oui. Le seul endroit où on meurt d'amour aujourd'hui, c'est à l'opéra, en gros, dans les opéras. C'est pour ça que j'aime bien l'opéra et j'ai découvert ça il y a quelques années. Pouvoir mourir d'amour. Bon, essayer de vivre d'amour, c'est quand même mieux, mais si on ne peut pas, la logique veut qu'on en meure. Et je trouve qu'on ne parle plus beaucoup bien, la preuve, de l'amour. Je trouve que l'amour, c'est plus devenu une grande aspiration. On est beaucoup dans la consommation, on est beaucoup avec tous ces réseaux. On n'a plus le temps d'établir l'avant, ce temps qui est important. Et pour avoir eu des gens proches de moi en soins palliatifs, j'ai vu la dédication formidable des infirmiers et des infirmières qui aiment profondément les gens qui s'en vont et qui les accompagnent et leur donnent cette chose impalpable, impondérable qui s'appelle la tendresse, qui s'appelle l'amour, qui s'appelle le sens de l'autre, sans jamais rien attendre en retour, puisque la personne va mourir. Et on ne peut pas aimer quelqu'un qui s'en va, puisque l'amour, il est fait de la présence de l'autre. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur Louise? Parce que ça va me permettre d'arriver à ce qui, pour moi, est le cœur de ton roman. Louise, quand elle rencontre Pierre, c'est le 21 avril 2002, comme on l'a dit, ils sont tous les deux déjà pas mal engagés dans la vie, un peu déçus, ils ont eu quelques aventures l'un et l'autre, mais enfin, rien de bien sérieux. Et leur rencontre, c'est un éclair, c'est une déflagration, etc. Et pourtant, ça va se déliter. Très probablement parce que la raison première de leur rencontre, c'est le besoin de consolation. Et ton roman est un roman de la consolation. Waouh! J'ai raison ou pas? Ah oui, et as-tu été consolé, après l'avoir lu, de certaines choses personnelles? Je ne veux pas savoir quoi. Est-ce que c'est un roman qui finalement t'a... C'est un roman qui m'a rappelé un certain chemin qui m'a mené à la consolation, oui. Bon, c'est pas mal alors. C'est des retrouvailles. Retrouvailles, exact. Non, c'est vrai qu'il y a de ça. Mais l'amour est une forme de consolation. On a besoin de ça. On n'est pas. Mais c'est là qu'on se plante. C'est quand on recherche la consolation qu'on se plante. Ouais. Ce qui est très beau avec Louise, quand elle va rencontrer Aurélien, ça y est, j'ai dévoilé un tout petit peu, c'est qu'elle n'est plus dans cette recherche de consolation. Non, elle est dans la recherche de l'amour. Elle est dans l'absolu. Ouais. Oui, non, mais c'est important. Pourquoi elle travaille comme ça en soins palliatifs? Parce que j'avais envie aussi de rendre hommage à ces gens qui ont compris ce que c'est vraiment l'amour, qui est aimé. Alors c'est dur, hein, mais sans rien attendre en retour pour soi. Alors évidemment, on a besoin d'être aimé, mais je trouve qu'il y a quelque chose c'est le cas de Geoffroy et Djamila. Ouais, il y a quelque chose d'immense. Et Geoffroy et Djamila, c'est pareil. Ils attendent rien. Ils attendent rien. Et ils ont compris un truc assez important. Je crois que c'est de vivre dans le présent. Mais le présent, ce n'est pas l'instant, attention. Notre vie, c'est le présent. Et de ne pas être dans cette attente permanente, ça sera mieux, ça sera mieux, ça sera mieux. On s'aimera plus tard, quand les enfants seront partis, quand ceci, quand cela, ça n'existe pas. C'est maintenant. Comprendre que ceux qu'on aime ne nous appartiennent pas, c'est le début de la sagesse. Exactement. Et donc, c'est... Agop, il vit dans le présent depuis 70 ans, il a 70 ans. Les deux gamins, pareil. C'est un sage, Agop. Ouais. On voit tout le parcours qu'il a fait dans le monde pour arriver dans le nord de la France. C'est quand même des parcours de vie, des parcours de peuple, c'est des parcours de personnes oppressées, hein, opprimées, battues. Mais qui fait aussi qui se contente de l'essentiel, de l'absolue nécessité. Ouais. C'est important. Revenir aux fondamentaux. Ouais. Moi, je ne veux pas trop dévoiler, mais oui, je pense qu'on en lit pas mal là déjà. Mais on passe à côté de beaucoup de choses, et je ne sais pas pourquoi, par représentation, par fausse représentation de soi-même. On a besoin de peu de choses. On a des vrais amis, on a combien? Vous n'avez pas 10? Comptez, vous n'avez pas 10. Des vrais de vrais. Qu'on peut réveiller la nuit, dire les choses les plus intimes, peut-être 5. Et est-ce qu'on les gâte assez? Est-ce qu'on passe assez? Non. Et c'est l'essentiel, c'est ça. Tu connais la définition d'un ami? Non.
C'est quelqu'un qui te connaît bien mais qui t'aime quand même. Ah bah voilà. C'est un revenant, ça, alors. Mais non, voilà, donc c'est important. Donc chaque personnage dans ce livre a une trajectoire qui va le mener à ce jour couleur d'orange. Et c'était important pour moi de parler d'amour et d'humanité, surtout à un moment où j'ai l'impression que ça n'intéresse plus personne. Et on parle d'autre chose. Voilà, il faut jamais oublier qui on est. Il faut jamais oublier la chance qu'on a d'être humain, vivant, et cette capacité inouïe qu'on a de changer le monde, même de l'autre. Pas forcément le monde entier, on n'y arrivera pas, mais un par un, c'est ce que dit Agop à la fin. Il y a 10 000 choses à faire, on va commencer par la première, et on va y arriver, mais il faut le faire. C'est la théorie du colibri. Ouais. On attend trop des autres, finalement. C'est pour ça qu'on n'est jamais content, on attend des parents, on attend du gouvernement, on attend du maître à l'école, on attend tout ça. C'est nous qui avons la capacité de crayonner le monde dans lequel on veut vivre, dessinant. Il nous reste un petit quart d'heure, on parlera un peu des couleurs ? Allez. Alors les couleurs, oui, le livre est divisé en chapitres dont l'intitulé de chacun d'eux est une couleur, parce que Geoffroy, mon petit personnage, range le monde par couleur. C'est-à-dire il est en Asperger et il a la particularité d'être extrêmement méthodique, mathématique, il n'y a aucune trace à la poésie, à l'imprévisible, à la fantaisie, à la surprise. Il déteste par exemple, comme tous les autistes, Noël ou les anniversaires parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Ça c'est vrai, tout ça a un fondement scientifique absolument avéré, parce que je tenais à ce que ça soit vrai, par respect pour les gens. L'inconnu est terrifiant. L'inconnu est terrifiant, mais c'est ce qui nous terrifie aussi, nous, l'inconnu. Et ce qu'il y a de beau dans cet autisme Asperger, c'est que c'est pratiquement tous les défauts des adultes, d'une certaine manière. On a besoin que tout ait un sens, que tout corresponde à quelque chose, que tout ait un écho rationnel et pas poétique, et justement dans ce soupçon. Et donc, il range le monde par couleur. Donc il y a la couleur noire, évidemment, c'est la pire, c'est l'école, c'est la méchanceté des gens, parce qu'il va en prendre plein la gueule, le petit Geoffroy. Il va vraiment... Les gamins entre eux peuvent être d'une très très grande violence, surtout les gamins qui ressemblent à leur père. Et il y a ça, il y a la couleur verte, les yeux de Djamila, c'est un vert véronèse, et tout ce qui est vert... La paix, c'est la nature, c'est une couleur extrêmement apaisante, donc il va ranger dans ses chapitres tous ces petits moments de bonheur. Il va y avoir le rouge qui est la passion. Donc la passion, c'est fascinant, mais c'est aussi le sang. C'est très paradoxal, le rouge. C'est attraction, répulsion. Il va y avoir le jaune. Le jaune, c'est son père. C'est des yeux, vous savez, quand on a je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc blanc, là, un peu jaune. Ouais. Son père qui croit que la couleur préférée de Geoffroy est le jaune, alors que c'est le vert. Ah ouais. Il se trompe, il ne sait pas. Puis, il se trompe une fois de plus. Les gilets jaunes. Oui, le jour où il ramène une tarte au citron, son fils, celui qu'il a pris parce qu'il est vigile dans un supermarché. Donc, quand les produits arrivent en fin de date, on les donne ou on les vend à 1 euro symbolique au personnel. Il arrive ils sont 3 dans la maison avec une tarte de 12 au citron, et son fils, il lui dit: tu sais que c'est bien que j'aime pas les jaunes. Et son père, il se rend compte qu'il ne connaît pas son gamin. Et puis, il y a comme ça toutes ces couleurs. Et après, plus on avance dans le livre, plus les couleurs se teintent de subtilité. C'est-à-dire qu'on a des noirs corbeaux, on a des noirs encre, on a des choses comme ça, pour arriver à la seule couleur qui est jolie, c'est l'orange, qui est ce point, qui est une promesse absolue entre le jaune et le rouge, qui est le lever du jour, qui est la fin du jour aussi, c'est orange. C'est un moment qui ne dure pas, c'est une promesse. D'ailleurs, il y a des gens en orange, je vous remercie. Vous êtes habillés au couleur de mon livre. C'est rare d'en avoir autant. C'est très très beau. On dirait des femmes sandwich pour mon livre, vous savez. C'est ça. C'est marrant parce que tu as parlé de toutes les couleurs sauf du bleu. Et le bleu, j'allais y venir, c'était sa maman. C'est sa maman, c'est l'hôpital. C'est l'endroit chaud et froid, c'est de là où on vient, c'est l'eau. Et c'est une couleur curieuse, le bleu. C'est la couleur préférée, pareil, tout le monde. D'ailleurs, tout le monde a des masques bleus. Pourquoi on a fait des masques bleus? C'est mondialement la couleur... je ne sais pas, c'est mondialement. Je sais qu'en Europe, la couleur préférée, c'est le bleu. Ouais. Donc les gens pensent que la mer est bleue, alors que ce n'est pas vrai. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous dises un peu l'implication que ça a eu sur l'écriture du roman. Parce que, comme je disais tout à l'heure, chaque chapitre porte le titre d'une couleur. Et il faut bien que dans le chapitre, on s'y retrouve avec cette couleur. Et on s'y retrouve à chaque fois. Est-ce que le choix d'articuler les chapitres avec des noms de couleurs a été déterminant
Est-ce qu'il est venu tout au début? Est-ce qu'il est venu en cours d'écriture? Non, c'est venu dès le premier chapitre. Ok. Quand j'ai eu fini le premier chapitre, j'ai dit tiens, je voudrais nommer les chapitres. Ça dépend des livres. Hein. Il y a des livres où j'ai mis des numéros, il y a des livres où on met rien. Là, j'ai eu envie de mettre jaune pour le premier parce que ça racontait le tout premier rond-point où quatre mecs, quatre copains vont aller essayer de bloquer un rond-point. C'est jamais simple de bloquer un rond-point quand on est quatre avec une petite voiture, quoi. Et j'ai continué. Et du coup, ça a structuré les choses. Et je savais qu'il y aurait toujours une couleur évoquée dans chaque chapitre, et je n'avais qu'à la reprendre pour la mettre en titre. Donc ça, c'était assez agréable d'avoir cette colonne vertébrale comme ça, de couleurs, une palette, puisqu'on a besoin de couleurs pour peindre le monde. Et si je ne savais pas, ici, à un moment, il a du mal à comprendre Geoffroy quand il découvre la phrase de Picasso dans laquelle il dit « Quand j'ai plus de rouge, je mets du bleu ». Et alors là, c'est pas possible. Pour lui, c'est pas possible. Et pourtant, c'est ça la poésie. C'est qu'on continue quoi qu'il arrive. Mais il finit par la découvrir, la poésie. Oui, ça c'est formidable. C'est un moment très très émouvant parce que c'est une naissance. C'est-à-dire que ce gamin qui croyait à la mathématique, il découvre la poésie. Et à un moment, il lui dit, alors, je crois, il dit à Djamila, alors, quand on dit je t'aime à quelqu'un, c'est de la poésie. Oui, c'est ça. Et elle dit oui. Ouais. Enfin, elle n'a pas besoin de dire oui, on sait qu'elle dit oui. Et ça, c'est une phrase que j'avais lue dans un livre de Alexandre Jardin, il y a très longtemps, où il disait, alors de mémoire, hein, ce n'est pas la phrase exacte, c'est ce que j'en ai malaxé, il disait, la mathématique permet de s'approcher de l'exactitude, seule la poésie permet de s'approcher de la vérité. Et je crois que c'est assez vrai. Je crois que la poésie nous permet de toucher la vérité. Et on est tous en recherche de vérité, mais on veut qu'elle soit rationnelle. Et ce n'est pas possible. Il faut accepter qu'il y ait une part de folie, c'est-à-dire l'humanité. C'est ton 9e roman, tu as l'impression de t'approcher de plus en plus près de cette vérité? Alors, je ne sais pas ce que je cherche, mais par rapport à ma recherche, dans laquelle je vois plus clair maintenant à travers ces livres, oui, j'arrive à trouver la part manquante de mon enfance. Et après, je crois que j'aurai fini un truc, un cycle. Après, je ferai autre chose. Après quoi? Je présenterai la météo. Peut-être après le prochain ou celui d'après, mais je crois que j'ai fait le tour d'un truc, de cette recherche. Non, parce que réussir à trouver, c'est perdre un moteur aussi. C'est joyeux. C'est, pardon? Perdre un moteur. Non, il y a d'autres. Ah. Tu sais déjà lesquels? Non. Non, mais comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai l'impression à chaque fois d'écrire un premier livre dans lequel je mets tout ce que j'ai, tout ce que je peux, où je prends des risques dans la structure, dans l'écriture. Dans l'écriture, c'est-à-dire tu disais celle-là, elle est encore plus déployée, plus à l'os, plus travaillée. Je n'ai pas le sentiment de particulièrement travailler l'écriture au sens où je me dis je vais mieux écrire que le précédent ou différemment. J'essaie de coller au plus près de la violence et de l'émotion et du chagrin et de la joie de chacun de mes sujets. Dans le précédent, mon père, il est écrit à la lame de 10, vous savez, comme les bistouris, parce que c'est un sujet qui supporte pas une syllabe de trop, une demi-mot de trop. Là, il y avait à la fois quelque chose de très, avec beaucoup d'ampleur, parce qu'une colère, c'est du cri, des cris, du bruit. Donc il y avait à la fois une écriture ample, presque de feuilletoniste, hein, quand on parle des Gilets jaunes, et une écriture à l'intime absolu d'un gamin qui va découvrir une fille et qui vont être dans la forêt, comme tu dis, Adam et Ève, à se découvrir, à se toucher. Comment on touche, quand on a 13 ans, le corps d'une fille de 15 ans, et c'est quoi les mots pour le dire? Parce que ça ne peut pas se dire. Ça se vit. Donc c'est des mots qui vivent, ce n'est pas des mots qui disent. Il nous reste quelques minutes, 7-8 minutes. Avant de prendre une ou deux questions de la salle, j'aimerais t'en poser moi une dernière, qui a trait à l'exercice auquel on vient de se livrer. Et j'aimerais savoir si toi tu es préoccupé par ce que devient ton roman une fois qu'il est publié. Est-ce que tu appréhendes la manière dont le lecteur va le recevoir? Est-ce que tu as peur parfois que le roman ne soit pas compris? Ou tu es totalement confiant? Non, on n'est jamais 100% confiant. On donne ce qu'on a, on donne son jus, on donne sa sincérité. Moi, je mets beaucoup d'impudeur dans mes livres, donc je me fragilise. Je mets les bonnes distances quand il faut. Il y a certains livres où j'ai dit des choses incroyables sur moi, mais je les ai mises à distance. Certains lecteurs qui me suivent le voient maintenant.
Du coup, me connaissent mieux et disent ah, je sais très bien que votre maman ceci, mais pourquoi elle parle de ma mère? Elle la connaît, bah oui, elle a lu les livres, elle sait où elle est, même si la mère est un monsieur, hein, mais ils savent très bien où sont les choses. Donc non, moi, je raconte à travers l'exercice d'un roman qui est une sorte d'espéranto. Le roman, ça doit toucher tout le monde sans qu'il s'agisse de moi, parce que moi je ne suis pas intéressant. C'est chaque roman parle de chacun à chacun. Ce qu'on aime dans un livre, c'est soi en tant que lecteur. Et il y a quelque chose que je trouve assez émouvant en ce qui me concerne, c'est que chacun de mes livres a touché la vie de l'autre. C'est-à-dire, beaucoup de gens m'ont dit, c'est moi. Vous parlez de moi, vous avez parlé de mes chagrins, vous avez parlé de trucs, vous parlez de moi, alors que je n'ai parlé que de moi. Et c'est ça qui est bien, et ça montre qu'on est très proches les uns des autres. Et moi, j'essaie ça. Donc oui, j'ai toujours la petite appréhension ou de décevoir, mais juste par sentiment humain de décevoir quelqu'un, c'est pas agréable. Après, je ne parle pas que c'est du succès, pas du succès, ça n'a rien à voir, on n'écrit pas pour ça. Si Non, on je ne parlais pas de ça. mais non, parce qu'il y a quand même ça dans la question, si le livre ne marche pas, bah, il ne marche pas, ça arrive. Est-ce que les gens vont le comprendre, est-ce qu'ils vont l'aimer aussi? Oui, c'est qu'ils aiment ce qu'ils ont vécu en lisant le livre, ce qu'ils ont aimé d'eux aussi, le temps qu'ils ont passé, parce ça coûte cher en temps un livre aujourd'hui, hein. C'est un des produits les plus chers, puisqu'on ne peut pas faire grand-chose d'autre. On peut regarder la télé et faire un enfant en même temps, on peut faire la cuisine et regarder la télé et engueuler son gamin, mais un livre, à un moment, on fait que lire. Donc c'est vraiment un temps important, et j'aimerais bien que les gens soient bien quand ils ferment le livre. Voilà, il y a un truc qui a passé dans leur vie. Vous savez qu'il y a un virus qui court, donc je ne vais pas pouvoir vous tendre le micro. Je vais donc mettre un masque pour descendre près de vous. Et vous allez me chuchoter dans l'oreille vos questions pour Grégoire Delacour. C'est un boulot, hein, en ce moment. Je vais vous dire. Hop. Allez, qui veut chuchoter dans mon oreille? Nous n'avons pas de chuchoteur ni de chuchoteuse. Allez. Ou alors vous vous levez et puis vous posez votre question avec votre voix de stentor. Oui. Est-ce qu'il a un gros kiki? Ah d'accord, j'ai compris. On peut rire un peu. Est-ce que le fait que Geoffroy soit autiste donne une profondeur supplémentaire à la poésie finalement? Est-ce que, je vais essayer de le traduire, un enfant autiste est plus apte à la poésie qu'un autre? Non, non, non. Ou est-ce que ça approfondit la poésie? Techniquement, il ne l'est pas, mais oui, ça montre la capacité. D'abord, il y a un éloge de la différence pour moi qui est important. Chaque enfant est différent, mais bon, là, le roman pousse toujours à l'extrême les choses. Mais surtout, il représente une vision du monde, d'une certaine manière plus mathématique, donc plus adulte. Et cet enfant, en découvrant la poésie, il relie le monde d'une manière beaucoup plus, dans ce cas de très beau, de l'enfance, pas de l'innocence, parce que je ne crois pas que les enfants le soient, mais de l'enfance, il y a quelque chose de beau. Donc le fait que ce petit gamin très cérébral découvre tout d'un coup l'irrationnel montre qu'on a en nous une capacité inouïe, nous adultes, d'appréhender le monde avec un peu plus de poésie, de redécouvrir la beauté des choses. On ne sait plus parler du vent dans un arbre. Le bruit du vent dans un arbre, c'est comment on le raconte, on ne l'entend plus. C'est super beau, je peux vous dire. Quand il y a les cimes, les houppiers. Et lui, il redécouvre ça. Et il se dit, mais ça n'est que ça. Ça ne m'apporte rien, ça ne change rien, ça ne fait pas pousser des fleurs sous l'arbre. C'est juste un bruit qui est beau. Et parfois, c'est beau parce que c'est beau. Alors moi, je vais te raconter le murmure de madame dans mon oreille. La marque de mes chaussures. Alors, c'est une question toute simple. Quels sont tes derniers coups de cœur littéraires? Si je peux te conseiller un roman, il y a un très bon roman de Grégoire Delacour. Hein, je te conseille de le lire. Ouais, d'après ce qui non, j'ai beaucoup aimé Les Funambules d'Essaoui, chez Gallimard. Qui d'une certaine manière rejoint, mais vous savez comment on parcourt le monde des deux hémisphères, rejoint les mêmes préoccupations de l'autre, puisqu'il met en scène des bénévoles d'associations. Donc il y a toujours cette idée de réhumaniser un petit peu le monde. Ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, dans un autre registre, plus léger, feel good, mais très très bien fait, le dernier roman de Lorraine Fouché, qui est sorti chez Dormesson il y a quelques mois ou semaines maintenant.
J'ai bien aimé La Comtesse de Cagliostro de Maurice Leblanc, que j'ai relu, Lupin. Arsène Lupin, qui est absolument un chef-d'œuvre méconnu. Alors, c'est écrit à la Leblanc, mais c'est exactement le roman où Lupin, qui s'appelle, ça va revenir son nom, bascule dans la face sombre du monde et de lui et va devenir un bandit. Et ça, c'est assez génial, ce livre, parce qu'elle c'est une démone, hein, elle a que 20 ans de plus que lui. Raoul d'Andrézy, voilà, il s'appelle Raoul d'Andrézy, il rencontre cette femme qui a 40 ans, il en a 20. N'y voyez pas une allusion à... Et il va l'aimer, mais d'un amour absolument fou, et elle va l'entraîner dans le mal. Et ça, je trouve assez audacieux à l'époque d'avoir écrit un livre comme ça, où un homme va choisir le mal. Et c'est ce Lupin. Donc ça, c'est les 3 derniers que j'ai lus, là, récemment, que j'ai bien aimé. Voilà. On resterait bien avec toi encore une bonne demi-heure, mais là, on a fait 1 heure. Et donc, il faut qu'on mette un terme à ce beau moment. C'est dommage, parce que je commençais à me... Tu commençais à être chaud, oui. Ouais. J'aimerais vraiment te remercier très très sincèrement d'avoir joué le jeu de cet exercice de l'interview inversée. Je ne savais pas du tout ce que ça donnerait. Je ne suis pas du tout déçu par le résultat, mais ça tient grandement à toi. Et je pense que tu mérites un tonnerre d'applaudissements. Oh, merci. Merci à vous. Un jour viendra, Couleur d'orange, c'est le titre du dernier roman de Grégoire Delacour aux éditions Grasset. Le livre est en vente à la sortie. J'en profite pour remercier Juliette Jost, qui est là, qui me fait l'honneur d'être là, qui est ton éditrice. Mon éditrice depuis ce livre-là. Et elle a un masque, donc je vais le dire, c'est une excellente éditrice. Et toute l'engouement que tu as pour ce livre, que tu trouves encore plus loin que les autres, je le dois aussi à Juliette. Et vraiment, je vous pouvez juste l'applaudir. On peut l'applaudir aussi. Il n'y a pas d'auteur sans éditeur. Absolument. Merci à vous et merci Juliette. Voilà. Alors, je vous rappelle